Bonjour, bienvenue sur MEDEF TV. Je reçois maintenant Jérôme Bédier. Bonjour. Bonjour. Alors Jérôme Bédier, on va prendre un petit peu de temps pour donner tous vos titres. Vous êtes membre bien sûr du conseil exécutif du MEDEF. Vous êtes président de la Commission Europe. Vous êtes aussi président de la Fédération du commerce et distribution. Et vous êtes aussi responsable du 1% logement, qui a changé de nom. Ça fait un peu cumulard, vous trouvez? N'est-ce pas? Le cumul au MEDEF, ça va, on a encore le droit. Non mais c'est un peu le hasard des choses, mais il y a beaucoup de synergie dans tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, pour une fédération professionnelle, c'est le cœur du réacteur. C'est-à-dire que les gros enjeux sont en Europe. Évidemment, en particulier dans notre métier, qui est un métier de grande consommation, les réglementations européennes, les dispositifs européens ont évidemment un impact très fort sur l'évolution de nos activités. Et donc, il est très important pour le MEDEF et pour les fédérations d'être présents au niveau européen et de s'organiser pour pouvoir influer à Bruxelles et avec les interlocuteurs européens. Alors, on va commencer directement justement avec cette Commission Europe. Quel est son travail? À quoi sert-elle? La Commission Europe, elle est d'abord là pour donner de l'information sur l'Europe, les Européens et les enjeux de l'Europe. Il y a en permanence des dossiers qui sont sur la table, il y a en permanence des négociations, il y a énormément d'enjeux et souvent les chefs d'entreprise, les fédérations ne sont pas très informés ou n'ont pas le quart d'heure d'avance qui est indispensable si on veut être influent à Bruxelles. Donc on essaye de trouver l'information, de la donner et de mobiliser tout le monde, y compris dans les MEDEF territoriaux, pour être vraiment plus présent sur les dossiers européens. D'ailleurs, on a cherché dans le passé à visualiser un peu cet investissement nouveau qu'on fait en Europe en organisant l'Assemblée générale du MEDEF au Parlement européen, qui était une première dans le genre pour d'ailleurs l'ensemble des patronats européens. Et la deuxième mission qu'on a, c'est de créer des liens, de faire du réseau. Parce que si on veut être influent au niveau européen, il faut bien connaître le patronat allemand, le patronat italien, travailler avec Business Europe, voir les décideurs au niveau européen, et bref, travailler en Europe comme on travaille au niveau national, en créant des liens avec nos interlocuteurs pour leur faire comprendre les enjeux de l'entreprise. Voilà. Alors, on a essayé, c'est le troisième point, en plus d'alerter sur les grands enjeux européens. Parce que finalement, les entreprises, même si elles n'en parlent pas tous les jours, leur activité, leur performance est liée à la poursuite de la construction européenne. Qu'est-ce qu'aurait été la crise si on n'avait pas eu l'euro? Si on n'avait pas eu toute une série de procédures européennes qui ont été des éléments de solidarité au moment de la crise? Et si demain, par exemple, parce qu'il y aurait par exemple un défaut de gouvernance, l'euro venait à être mis en cause, ça aurait des conséquences énormes pour les grandes entreprises et aussi pour les PME. Donc, en tant que responsable de la position des entreprises, le MEDEF cherche à faire en sorte que la construction européenne se poursuive. Alors justement, cette construction européenne, l'Europe, on l'a senti effectivement très dynamique sur la réaction à la crise. Aujourd'hui, on entend plus la dire en panne un petit peu quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai et c'est dommage parce que les conditions sont réunies au contraire pour qu'on redémarre. C'est la thèse d'ailleurs qu'on a défendue avec nos documents Leadership Europe et un bouquin qu'on a sorti là qui s'appelle Le Réveil de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles institutions. La crise a montré qu'on avait besoin d'Europe et que sans l'Europe, on ne s'en sortait pas. Et on a finalement des enjeux qui sont sur la table, qui sont assez clairs, qui sont la gouvernance économique de l'Europe et de la zone euro. Il faut qu'on soit un vrai acteur et qu'on a négocié avec les Américains, les Chinois, etc. Qui sont deuxièmement tout ce qu'on peut faire pour, après avoir fait l'Europe des produits, qu'on fasse l'Europe des gens, l'Europe des hommes et des femmes. Et ça, c'est une grande ambition et ça aura un impact favorable, notamment en termes d'emploi. Troisièmement, qu'on soit plus efficace en matière de recherche et de technologie. On fait des réseaux européens, on fait des pôles d'excellence français, etc. Il faut maintenant concevoir tout ça au plan européen. Au plan européen, on est la première économie du monde. On est la première puissance intellectuelle du monde. Donc il faut qu'on puisse valoriser mieux ses atouts et pas rester chacun à l'intérieur de nos frontières. Puis enfin, on a intérêt, évidemment, comme l'ont fait toutes les zones, à travailler plus avec notre Sud. D'ailleurs, ça se dit beaucoup à l'université en ce moment. Je crois que c'est très important. L'Asie, ils ont réussi parce que les Japonais ont su travailler avec les Chinois, les Américains avec les Américains du Sud, et nous, il faut qu'on puisse travailler avec l'Afrique, de manière générale, et investir là-bas pour créer de la coprospérité. Donc, tout ça, c'est des enjeux pour l'Europe, et il faut
continuer à faire ce qui a été fait pendant des années, c'est-à-dire aller sur des sujets, y compris des sujets qui ne sont pas faciles, pour dire là, il y a un avantage pour les entreprises, ça créera de l'emploi, de la croissance. Vous savez, quand on a lancé l'euro, dans les années, à la fin des années 60, début des années 70, personne n'y croyait. Finalement, on l'a fait. Très bien, Jérôme. On va passer maintenant sur une autre de vos casquettes, la consommation, le commerce, évidemment. Cette crise, finalement, est-ce qu'elle a impacté la consommation en France ? La grande consommation est toujours un facteur de stabilité, parce que les gens, ils ont des besoins primaires, il faut bien les satisfaire. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que les Français ont toujours eu envie de consommer, que d'ailleurs le pouvoir d'achat s'est pas trop mal comporté jusqu'à la fin 2009, les chiffres d'ailleurs de pouvoir d'achat ont été bons, et la consommation, donc, elle a été stable. Elle est encore stable, mais à l'intérieur de cette stabilité globale, il y a eu des réajustements assez forts. C'est-à-dire qu'il y a eu des compétitions très fortes sur les prix, il y a eu des descentes en gamme très marquées. Par exemple, beaucoup de gens sont passés à des marques de distributeurs, à des premiers prix, ont arbitré différemment leurs achats. Et il y a eu même des catégories de produits dans lesquelles il y a eu des vrais marasmes au profit d'autres. C'est un phénomène en fait de réajustement qui est lié sans doute de manière plus structurelle à une nouvelle époque de conso. C'est-à-dire que d'abord il y a une évolution des modes de commercialisation, il y a Internet qui arrive, il y a des nouveaux produits, il y a le développement du bio, il y a la recherche de sens sur les produits. Enfin bref, il y a toute une série de nouvelles habitudes de consommation et on est en train de vivre ça. On est en train de vivre une stabilité macroéconomique et derrière une redéfinition assez profonde en fait de la conso, des modes de conso qui obligent les magasins à s'adapter. Comment vous expliquez ce grand écart qu'il y a véritablement entre des indicateurs qui parlent d'une certaine stabilité des prix et le ressenti des consommateurs qui eux ont l'impression que les prix augmentent? Alors il y a eu certainement un élément qui a été lié à l'euro et qui a été lié au fait que chacun de nous on a notre petit logiciel interne pour comparer les prix. Mais là, c'est digéré, ça, depuis. Oui, mais ça a quand même marqué. Parce que si pour quelqu'un, le prix du café ou le prix du journal ou le prix de la baguette est l'élément essentiel, il y a eu des évolutions qui ont créé un certain doute. Nous, on l'a vécu parce que dans nos magasins, les gens, avant l'euro, n'avaient pas de doute sur les prix. Ils venaient dans les magasins en disant on sait que on aura des prix qui seront des prix compétitifs. Bon, donc on peut acheter, pas les yeux fermés, mais enfin, l'euro a changé ça. Donc maintenant, les prix, il faut qu'on démontre qu'on a des prix bas. Et c'est vrai que les chiffres sont très bons. Les évolutions de prix, et notamment les évolutions de prix données, soit par l'INSEE d'un côté, soit par ce qu'on appelle les panélistes, les spécialistes de la grande consommation, montrent qu'il y a des baisses importantes de prix maintenant depuis plusieurs mois. Bon. Évidemment, ce sont des données moyennes. Donc il suffit que dans la fabrication du prix qu'on a, on a l'impression que ça monte, qu'on voit certains prix monter de manière conjoncturelle, c'est notamment le cas des fruits et légumes, on a l'impression qu'ils montent tout le temps parce que les années où ça baisse, personne ne le dit et personne ne le constate. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire de manière assez incontestable, c'est que depuis la loi LME, les prix, ils ont baissé en tendance. D'ailleurs, c'est une de nos préoccupations aujourd'hui, parce qu'il y a des hausses de matières premières agricoles et qu'on sent bien quelques pressions qui pourraient jouer sur les prix. Donc on est en train de nous mobiliser pour jouer notre rôle, qui est essayer d'amortir au maximum d'éventuelles hausses de prix qui pourraient intervenir. Eh bien, souhaitons que vous réussissiez. Jérôme Bédier, merci beaucoup d'avoir été notre invité.